le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit, de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Bon, la chandelle, c'est pas grave, c'est pas allumé. Alright, bon, bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, allez nous suivre sur Spotify, Apple Podcast, YouTube puis Deezer. Aujourd'hui, je reçois le papa d'un ancien collègue que je m'ennuyais beaucoup de. Il s'appelle André Bellil. Il vient nous parler de philosophie, mais de la philosophie en entreprise. On va faire un petit lien entre l'écologie, puis il va nous venir nous parler de son parcours. Donc, bienvenue André. Merci. Merci de l'invitation. Yes, super. Fait que ça vous est venu de où la philosophie d'entreprise, puis vous avez étudié, vous êtes ingénieur, c'est ça? Oui. Okay. En fait, pour moi, la philosophie, ça a commencé, on peut dire, au moment de la Révolution tranquille. Oh, OK. Dans les années 65-70. OK. En passant, j'ai 84 ans. OK. Non, vous avez de l'histoire à nous raconter, c'est parfait, voilà. Ça. Et écoute, c'est extraordinaire ce qui s'est passé au Québec à ce moment-là. Mm-hmm. Ça craquait de partout. Hein? Tout était remis en question. Tout est à refaire. On sortait des églises 4x4. Puis, mais justement, c'est bien beau, laisser la religion, mais on fait quoi? Ouais. Alors, la question fondamentale, puis c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce que vous voulez dire, on fait quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par on fait quoi? Si on n'a pas la religion, on fait... C'est ça, il faut que tu bâtisses... un avenir prospère. Ta philosophie de vie, ta morale. Mais là, avant le podcast, vous me disiez que ça faisait 30 ans que vous étiez à votre compte en tant qu'ingénieur. Oui. Mais là, la philosophie, ça vient où dans ce... C'est comme toi, là, tu fais des podcasts. Moi, c'était la philosophie. OK. C'était un hobby. J'ai commencé ça comme... En fait, pas vraiment un hobby. Parce que, comme je te dis, il y avait des circonstances qui m'ont amené à ça. Mais je te dirais qu'un de mes philosophes préférés, on lui a posé la question. OK. Pourquoi tu t'intéresses à la philosophie? Puis sa réponse va être ma réponse. Parce que c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai entendu que j'ai vu mes cours de philosophie, c'était au cégep, puis je comprenais pas trop exactement c'était quoi le cours. Mais comment on fait le lien entre de l'ingénierie puis pourquoi de la philosophie d'entreprise? C'est une façon de travailler? C'est une façon de penser? En fait, on a toute une philosophie. Tout le monde a une philosophie. Et c'est un outil essentiel. Disons qu'il y en a qui poussent plus que d'autres. Hein? Ouais. Il y a bien du monde qui font de la course à pied, puis il y en a qui font ça en 2 heures. D'autres en 5 heures. Mais c'est quoi essentiellement cette philosophie-là? Est-ce que vous pouvez nous la définir? OK. C'est c'est une bonne question. C'est intéressant. C'est parce que quand on commence à parler de philosophie, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Oui, exact. Parce que c'est complexe. Mais je vais essayer, OK? Là, je vois que vous avez pris beaucoup de notes. Oui, j'ai pris des notes parce que j'avais le questionnaire d'Alex, mais il n'y avait pas cette question-là. Ouais. Alors, on va te répondre au meilleur de ma connaissance. C'est un peu... avec plaisir. C'est ça, là. Ouais. Mais après 30 ans d'expérience d'entreprise, là, je pense que vous êtes capable d'improviser. Alors, ma philosophie... en fait... Un autre grand philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Bergson. OK. Ça ne dit rien? Non? Moi, là, j'ai pas hyper grosse culture en philosophie. Là. Vous allez m'éclairer de beaucoup de choses, je pense. Parce que c'est un bonhomme formidable qui a eu un prix Nobel en littérature. OK. Et lui, il dit que toute philosophie a un point central, une idée centrale autour de laquelle on bâtit. OK. Tu comprends? Alors moi, mon idée centrale, c'est... c'est un peu plus d'être l'humain? C'est ça au centre? C'est l'amour. OK. OK.
Et l'amour en tant que... c'est que c'est sûr que toi, tu vas réagir en disant, bon, l'amour que tu as dans ta vie quotidienne avec mes proches, les parents avec qui proches je suis, et tout ouais. ça. Moi, mes proches sont en arrière. Et, mais ça peut déborder, évidemment, à mesure que tu veux t'impliquer davantage. Donc, on a un point central, on a une idée centrale. À partir du moment où on a une idée centrale, on peut travailler par la logique et bâtir sa philosophie. OK. Tu vois? Ouais. Et alors, avec les années, les recherches, les lectures et tout ça, moi, je pense que l'amour en tant que valeur universelle, qui pour certains est transcendantale, c'est-à-dire que ça nous dépasse tellement c'est puissant. Ça, je suis bien d'accord. La religion chrétienne, d'ailleurs, est basée là-dessus. Alors, c'est l'amour du Christ. L'amour de l'humanité, en fait. Il n'y a pas de limite. Hein? OK. Donc, alors, à partir de cette idée centrale-là, quand on y réfléchit, je suis arrivé à l'idée que ça s'appuie sur 4 bases. OK. Dont 3 remontent à Platon OK. et dont une à Confucius. OK. Okay. Quelles sont-elles, ces Alors, 4 Platon, bases-là? le beau, OK. le vrai, OK. le bien, et du côté de notre cher chinois, Le chinois? un peu. Mon Dieu. Ouais, Confucius, c'est un chinois. Ah oui, mon Dieu. Confucius, Alors, je m'attendais pas à ça. quatrième base, si tu veux, c'est l'harmonie. OK. Ouais. Alors là, c'est là qu'on commence à s'approcher, là, parce que quand on pense économie, on pense évidemment à vivre dans une situation harmonique autant que faire se peut. Et à partir de ces 4 idées-là, ben, j'ai bâti. Okay? Et... mais là, cette philosophie-là, c'est ce que vous avez construit à travers le temps, là, ouais. à travers vos lectures. Là. C'est pas pris de quelqu'un d'autre. Là. Ou c'est des brides un peu. Là. Okay. Presque tout pris de quelqu'un d'autre. Okay. Et c'est la beauté de la philosophie, c'est que on bâtit à partir de ce qu'on collectionne. Okay. Et c'est exactement comme ça que ça a commencé, mon affaire. Okay. Quand, après Poly... La Polytechnique de Montréal, oui. Petite parenthèse, tu sais, dans la vie, on a ce professeur. Oh oui, ça, celui-là. C'est tu comprends? Ouais. Celui que tu vas te rappeler toute ta vie. Et puis à Poly, j'ai eu un prof comme ça. En philosophie? Non, en énergétique. OK. Thermodynamique, si tu veux. Enfin, on dit énergétique quand ça s'applique plus aux métaux. Parce que j'ai étudié en métallurgie. Bon, c'est une branche d'ingénierie que j'aurais bien aimée, moi. Et donc, ce professeur-là avait organisé un bonhomme brillant qui comprenait vraiment c'était quoi enseigner à des jeunes. C'était pas juste des mathématiques, des laboratoires, mais former son jugement. Ouais, on en manque de ce jugement critique de nos jours, je pense. Et puis, il nous organisait des conférences midi. OK. Très intéressant. Et d'une conférence, il avait invité un père jésuite qui est venu nous parler de Pierre Teilhard de Chardin. OK. Ça ne dit rien encore, j'imagine. Mais on pourrait passer l'heure là-dessus. OK. Mon Dieu. C'est un bonhomme extraordinaire. Mais ce qui... ça m'a vraiment réveillé. Et en sortie de Poly, je me suis jeté dans son œuvre. Et j'ai tout lu, tout ce qu'il a écrit. Okay. Et c'est devenu, si tu veux, ma référence, disons, spiritualité laïque. OK. C'est un père jésuite qui fait de la laïcité? Oui. OK. Oui, parce que le fameux Teilhard de Chardin, OK. il y a eu des problèmes avec l'Église. OK. Il ne pouvait pas publier. OK. Parce que ses idées étaient trop progressistes? Trop d'avant-garde. C'est ça, ça dérangeait trop. Écoute,
il s'appuyait sur Darwin, par exemple, que ouais, l'Église n'a jamais trop aimé. Ouais. Mais ça m'a accroché. Okay. Alors, je reviens à ta question, comment je suis arrivé à m'intéresser à la philo. Ben, ça vient de mon cher professeur. Puis qu'est-ce qui vous a accroché? Qu'est-ce qui vous avez dit, OK, j'ai lu ce passage-là, ça c'est ma référence? Ben, Théard de Chardin, ta question a rapport à Théard de Chardin? Oui, exact. Théard de Chardin, c'est un paléontologue. OK. Une espèce de génie universel qui avait touché à tout, mais principalement un paléontologue. OK. Et à son point maximum de sa vie, il a fait une synthèse de toutes ses recherches. OK. Beaucoup en Chine. OK. Parce qu'il dérangeait beaucoup. Il était ouvert là-bas. il était en fait, à toute fin pratique, exilé. OK, comme Chine. ça. Mais fort heureusement, vu que c'est un paléontologue, en Chine, il y avait beaucoup de possibilités. Mm-hmm. Il a fait des découvertes extraordinaires et au point où d'avoir une réputation internationale. Wow, OK. Donc, quand on regarde la paléontologie, on s'intéresse à l'évolution. Mm-hmm. L'évolution sur le très, très, très long terme, à partir du Big Bang, où évidemment tout se construit. Mm-hmm. Et mais voilà qui est intéressant. Hein? C'est de sa pensée progressiste. Aujourd'hui, OK. à la limite, fait en sorte que on espère, en fait, qu'on va arriver à ça, que l'humanité tout entière va être harmonieuse. Effectivement. Okay. On veut tous la paix dans le monde. C'est l'ultime désir. Et donc, il a écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « Le phénomène humain » okay. Et qui a eu un grand succès de librairie, malheureusement, après sa mort. C'est souvent comme ça. C'est plate, hein? Non, mais lui, il était prêt, pas parce qu'il n'était pas populaire ou quoi que ce soit, c'est qu'il était interdit. Oui, c'est Alors, ça. Ouais. Quand il est arrivé à un certain âge, puis qu'il est allé se promener à Rome, il a essayé par tous les moyens de publier ces trucs. Ouais. Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas, ben, il a donné par testament toute son œuvre à sa secrétaire. Oh, wow! Qui était plus jeune, clairement. Qui était évidemment pas plus jeune. Wow! Et puis, il a dit, quand je partirai, il n'y aura plus rien qui va empêcher que mon travail soit publié. Oui, quand le jour viendra, le jour viendra. Wow! Et c'est ce qui est arrivé et c'était un incroyable succès. OK. Alors, voilà comment on s'intéresse à Théard de Chardin. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, son œuvre. Et pour moi, c'est ce qui... évidemment, lui, c'est un jésuite, donc croyant et tout ça, ce qui n'est pas mon cas. Mm-hmm. Mais même en étant agnostique, je trouve dans son œuvre, qui est à 90%, si tu veux, plutôt scientifique, mais teinté avec une réflexion philosophique fort intéressante. Oui, mais c'est Neil deGrasse Tyson, qui est un grand astrophysicien, qui disait que lui, le calendrier qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est l'Église catholique qui l'a créé. Donc, pourquoi renier cette mathématique qui fonctionne très bien? Je veux dire, il faut donner à César ce qui est à César. Là. Donc, mais après... comment on applique cette philosophie-là dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous faites avec cette philosophie-là? Aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est la façon dont je vis. OK. C'est bon. Mais c'est ça. Après Poly, j'ai bâti mon histoire et je pense que ça m'a pas mal aidé dans mon travail. En tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur. OK. Mais il faut dire qu'avec le MBA, là, j'ai pris une espèce de tangente qui était plutôt du conseil gestion. J'avais un petit groupe d'ingénieurs, mais c'est plutôt mon partenaire qui s'en occupait. Okay. Moi, j'avais développé dans une autre direction.
Et une direction qui demandait quand même un bon code d'éthique. OK. Et il est certain que ma réflexion avec mon ami Taillard m'a beaucoup aidé. OK. Puis c'est comme ça que vous définissez l'expression « esprit d'entreprise », c'est à travers votre Polytechnique, MBA, vos années d'expérience? L'esprit d'entreprise, c'est une façon d'agir. Je veux dire, OK. c'est comme... c'est ça, c'est la drive que tu peux avoir là, dans l'action. OK. Puis comment vous pourriez la définir? Comment ceux qui ne connaissent pas votre background, qui devraient suivre ou pas, disent « OK, moi aussi, je veux cet esprit d'entreprise-là. Je fais comment pour l'avoir? » Je pense que... Télécharger votre cerveau de 30 ans. Il faut avoir beaucoup. Il faut avoir? Il faut avoir beaucoup. Oui. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, à mon avis, c'est extrêmement beaucoup plus difficile que dans mon temps, quand j'ai commencé. Ah oui? Je suis certain de ça. De commencer? Ben, les outils que ça prend aujourd'hui. Écoute, moi, je suis parti en affaires avec un téléphone et une secrétaire. OK. C'est tout ce que ça prenait. Un téléphone de ligne fixe, je pense, là. Oui, absolument. Et donc, qu'est-ce que ça prend? Celui qui veut entreprendre, il faut que ça soit une personne de culture. Ah ouais? Pourquoi la culture, c'est si important? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'être en affaires. Il faut être en mesure de réagir à des situations imprévues continuellement. Est-ce que la culture, ça fait que vous avez mieux compris vos clients en étant plus cultivé? Ça aide beaucoup aux relations humaines. OK. Qui est au centre, en fait, de travail de consultant. Mm-hmm. Donc, ça aide à la culture. OK. Et la culture aide à la bonne prise de décision. Ouais. On n'entend pas ça souvent en industrie, surtout en ingénierie. On valorise tellement le technique. Il faut connaître ses livres, il faut connaître ses trucs, il faut être fonceur. On parle rarement de culture. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un moment où la culture, ça vous a été très utile dans votre parcours? Si je reviens à ma philo, là. Ouais. Alors, dans ta prise de décision, tu vas vouloir, évidemment, avoir le savoir-faire qu'il faut pour agir. Puis pour nous, les ingénieurs, c'est assez seconde nature. Hein? On sait c'est quoi d'avoir le bon savoir-faire. On focus beaucoup là-dessus. Ouais. Dans l'action, tu dois aussi te poser les questions par rapport aux 4 valeurs que je t'ai dit tantôt. Ouais. Le beau, le vrai, le bien et l'harmonie. Alors, toute décision, c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai négligé le côté esthétique? Prendre en compte le côté esthétique. Okay. Est-ce que j'ai le bon savoir-faire? Et mon projet, est-ce qu'il va être équitable vis-à-vis de tous les intervenants? Ouais. Mes employés, mes clients, mes fournisseurs. Est-ce que ce que je suis en train de bâtir, ça va être équitable pour mon équipe interne et externe? Et quatrièmement, est-ce que le projet... ça crée de l'harmonie. Justement. Est-ce que le projet va être réalisable en tant que dans le domaine, comme on dit, développement durable? Oui. OK. Alors, c'est là que ça rejoint un peu l'écologie. Oui, ben maintenant, l'Ordre des ingénieurs a développé depuis quelques années le développement durable, puis c'est vraiment important dans son aspect, dans ses dossiers, puis tous les nouveaux ingénieurs. Mais c'est pas vous qui avez inventé ça. Non, absolument pas. Mais ça fait... Disons que j'intègre ça très facilement dans ma façon de penser. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que c'est très progressiste. Là. Je veux dire, il y a 30 ans, on pensait vraiment pas à ça. D'où vous êtes venu. Ah oui, OK. Ah oui, plus qu'on pense, OK. Moi, j'ai gradué en 1967. Oula, OK. Ouais. C'est comme hier. Hein? Oui, je suis certain. Et, en métallurgie, donc, je me suis trouvé dans une aciérie. OK. Et déjà, à l'époque, on faisait tout ce qui était possible de faire pour... limiter la pollution quand même. Parce qu'une aciérie, c'est beaucoup de poussière. Hein? Donc, on avait installé des filtres sur les cheminées, tout ça. Il y avait déjà quand même
un souci d'éviter. Vous auriez dû travailler pour la fonderie Horn. Il aurait pu utiliser de votre savoir-faire Fais de bon vouloir. Fais attention, j'ai travaillé pour la fonderie Horn. Ah oui? Ah, OK. C'était un de mes clients. OK. Longtemps. OK. Longtemps. OK. C'était un projet bien particulier, là, en tout cas. OK, je comprends. Non, mais je comprends très bien les problèmes qu'ils ont maintenant. On n'en parlait pas dans le temps. Mais non, je comprends que c'est complexe. Bon, enfin, on peut... Est-ce que vous pensez que cette philosophie-là est-ce que vous êtes le seul à penser comme ça? Ma philosophie? Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vertus dans ce que vous dites. J'ai quelques amis avec qui on a des discussions. J'ai en moyenne 100 visiteurs par mois sur mon site qui viennent pas tout en même temps du même pays, là, mais qui viennent de 75 pays différents. OK. Enfin, bon, j'ai un petit peu de suiveurs. J'avoue que mon site, je ne l'ai pas écrit avec une pensée pédagogique. Okay. Je l'ai écrit vraiment dans le sens d'écrire le plus possible, de façon la plus précise possible, ce que je pensais comme philosophie. Mais j'avoue que c'est peut-être pas facile à lire. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était bien. C'est sûr que ça prend quand même un esprit critique, certes, là, mais est-ce que vous pensez qui gagnerait à venir voir le site? Qui gagnerait à avoir cette philosophie-là en entreprise ou en tant qu'ingénieur tout court? Si on pouvait, par une baguette magique, inculquer ça à tout le monde, on arriverait à l'harmonie totale. Si tout le monde, avec la baguette magique, demain serait comme ça, c'est que ça serait quoi les impacts, selon vous? On atteindrait... ce que mon grand maître a pensé, Théodore de Chardin, on atteindrait ce que lui avait défini comme la noosphère. Oh mon Dieu, qu'est-ce que la noosphère? C'est que la Terre, au-dessus de la Terre, bon, on a une atmosphère, mais ce serait comme une atmosphère, mais formée de tous les humains qui vivraient en harmonie, en fait. En harmonie. En gros, là, c'est ça. On attendrait cet équilibre qu'on recherche avec le développement durable, en fait. Effectivement. OK. Et voilà. OK. C'est quoi qu'il faudrait que... C'est quoi définitivement dans cette philosophie-là qu'on pourrait utiliser dans la crise climatique actuelle? Comme je t'ai dit tantôt, là, quand on pose les 4 bonnes questions, nécessairement, on doit prendre en compte l'environnement. Mais ça fonctionne-tu juste en génie conseil ou ça fonctionne pour tout type d'ingénieur ou plus que l'ingénierie même? Tout l'individu doit être conscient. Comme je disais tantôt, on doit tous se bâtir une culture. Et si je peux, avec mes petits moyens, en réveiller quelques-uns, une centaine par mois. Mais c'est ça que j'allais dire. Dans le fond de ma question, c'était... vous me semblez plein de vertus, mais c'est pas tout le monde qui est plein de vertus. Puis pourquoi c'est pas séduisant de faire ce genre de choses-là? Ou de penser comme ça, du moins. Là. Je pense que de nos jours, c'est pas tout le monde qui... Pourquoi on est si... comme on dit... qu'on n'est pas dérangé par le problème de l'environnement. C'est ça. La majorité des gens. Exact. C'est une question d'éducation, j'ai l'impression. De culture, comme vous dites. De culture. Oui, exact. Ça revient à l'individu. Parce que dans les organisations, dans les instituts, c'est des individus aussi qui runnent le show, comme on dit. Alors, je pense que c'est un travail à long terme, un par un. Oui, ben là, depuis longtemps, on dit tout le temps que l'éducation est au cœur de cette crise-là. Bien que dans le domaine de l'entreprise, toujours, si on revient à l'esprit d'entreprise, la qualité du leadership, il compte pour beaucoup. Oui. Si dans ton entreprise, toi, en tant que leader, tu es conscient de l'importance des conséquences dans l'environnement,
nécessairement tout le monde va embarquer là-dedans. Tu vois? On tu va vas agir par induire une l'exemple. culture vers. Ouais. Mais c'est un peu comme en psychologie, juste déjà d'admettre ou d'être conscient qu'il y a un problème, ça en règle pas mal. Ça aide beaucoup. En parlant de leader ou de gestionnaire de projet dans une entreprise, comment l'entrepreneur peut s'assurer que sa philosophie, celle que vous adoptez, soit vraiment alignée avec les limites écologiques? Comment on peut, en tant que leader, agir en tant qu'exemple? Comment développer ça avec ses pairs ou ses collègues ou ses employés? Je pense que ça va déteindre si tu es vraiment toi-même convaincu, si ça devient comme une seconde nature. Normalement, ça va déteindre. Même si dans ton entreprise, on te dit que des fois, il y a des gens qui te disent « Ah, c'est un hurluberlu, lui, il veut sauver les arbres, c'est pas tant le fun. » là. Celui qui n'est pas à l'aise avec le leadership, il y a juste une choix, c'est de s'en aller. Ah, OK. Message clair. Non, mais écoute, mais c'est vrai. C'est ta vision, c'est ton bébé, comme on dit. Ouais, non, alors, il faut que ça marche. Donc, tu t'adjoins les gens en qui tu as confiance et qui ont évidemment l'expertise et tout ça, mais qui vivent bien avec la culture de l'entreprise. Comme on dit, pas travailler pour les méchants, dans le fond. Ouais. Mais dans un contexte où la vie est de plus en plus difficile, comme vous disiez tantôt, tout coûte de plus en plus cher, ça devient quand même difficile de ne pas travailler pour les méchants en général, non? Ouais. Ah, c'est sûr que c'est tentant. D'ailleurs, il y en a un fort pourcentage. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a des lois. Hein? OK. C'est pour ça qu'il y a une branche en haut de la branche, c'est le bien qui mène à la justice, qui mène à l'équité. Mais il y aura toujours des gens pour passer à côté. Hein? Essayer de faire un... C'est important, le profit. Il ne faut pas oublier ça. C'est une mesure de l'efficacité de l'entreprise. Mais quand ça devient un but, nécessairement, tu dérapes. C'est là la ligne, la zone grise qu'il ne faut pas dépasser. D'où l'idée de la culture, d'où l'idée que ton action est dans un but qui a une certaine noblesse. Et espérant que ça va bien, que ça va avoir un bon éclairage. Mais, c'est ça. OK. Mais est-ce que cette philosophie-là s'applique juste à des gens qui, eux, sont propriétaires d'une entreprise ou juste des leaders au sein même d'une entreprise? Mais mon humble opinion, c'est que ma philosophie s'applique à tout le monde. OK. Oui. Fait que vous croyez aux petits gestes, d'abord? Oui. Vous croyez qu'il y a absolument recyclage ou juste de faire plaisir à quelqu'un, un ami, ou d'aider quelqu'un dans la rue, c'est important? Oui. Il y a un autre grand philosophe qui est un physicien. OK. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Il y a le Prigogine, non? Encore une Prix fois. Nobel 1977. Vous me donnez envie de lire, c'est ça qu'il faut que je fasse pour être... Lui, c'est un de ceux qui parlait qu'un battement d'aile d'un papillon en Australie peut créer un ouragan ici. Oui. En fait, c'est une figure de style, mais ça nous encourage quand même à faire des petits gestes qui, à un moment donné, peuvent apporter amplifier l'effet. Et ce même Prigogine a avancé l'hypothèse suivante, et puis en fait, avec certaines vérifications, que excuse-moi, là, tous les mots vont me... oui, il faut. L'ordre naît du chaos. Ah, mon Dieu, oui. Alors, inévitablement, il y a des situations chaotiques, comme on vit dans le moment. Il y a du chaos, oui, effectivement. Il y a eu les deux grandes guerres, mais là, c'est pas une grande guerre, mais c'est totalement chaotique. Mais c'est dans le chaos qu'on apprend comment ramener l'harmonie. Alors, c'est une façon d'être optimiste. Tu as vu une des questions d'Alexandre, j'étais optimiste. Oui, mais en parlant d'optimiste, je vais revenir sur le point que vous disiez tantôt, que le point central de la philosophie, c'est l'amour. Tu sais, on dit souvent ma philosophie. De votre philosophie. Oui. Parce qu'il y en a... En fait, j'ai une longue liste de philosophes qui sont d'accord avec moi. Oui, c'est ça. Mais il y en a une longue liste qui ne le sont pas. OK. Mais moi, j'aime bien cette philosophie-là, parce qu'on dit souvent, ma mère me disait souvent que dans la vie, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, ce qui peut nous rester
nécessité à part l'argent qui nous achète pas le bonheur, c'est l'amour. Pourquoi c'est si important d'avoir de l'amour? Puis pourquoi en entreprise, ça reste quand même important, cette philosophie-là? Très bonne question. J'en pose des bonnes, je pense. C'est l'expression la plus fondamentale de l'humain. Ce besoin d'aimer et d'être aimé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie. Je ne peux pas imaginer d'autres choses plus importantes. Et c'est pour ça que les religions se sont accaparées de cette réalité humaine, qui l'ont machinalisé un peu? Oui, mais c'est ça le mot juste, qui l'ont transcendé. Transcendé, OK. Qui l'ont élevé au niveau d'une valeur qui nous dépasse. OK? Je comprends. Peut-être. Moi, rendu là, comme je t'ai dit, je ne suis pas croyant, mais c'est vrai que c'est important. Et pour citer un autre philosophe, dont j'oublie, Rusbehan, qui s'appelle ça, un philosophe arabe. OK. Et c'est extraordinaire cette phrase-là. Lui, il dit, c'est dans le jardin c'est dans le jardin de l'amour humain qu'on bâtit l'amour divin. En d'autres mots, pars pas d'en haut, pars d'en bas. OK. Apprends à vivre avec les tiens. Tu es très proche, tu es moins proche. La société, etc., tout entière. Et c'est comme ça que tu vas développer une valeur universelle qui est, pour certains, transcendantale. Mais qui fait partie du quotidien, en fait. Oui. Exact, OK. Alors, c'est très puissant. Je comprends. Mon cher Théa. Oui. Vas-tu revenir à Théa? Peut-être. Pour lui, l'amour, c'est de l'énergie. OK. Tu vois que ça rejoint un peu la science. Oui. Et quand on y pense, au niveau humain, quand on aime toute notre physique, cette machine physico-chimique s'emballe dans cette relation-là. Et ainsi de suite, ça fait des petits, comme on dit. Des coups de papillon. Ouais. C'est très beau ce que vous dites, merci. Ouais. Mais est-ce que vous avez un exemple de ce jardin que vous avez cultivé dans votre entreprise, que vous avez travaillé avec vos employés? Quel genre de choses il faut faire pour cultiver ce genre d'amour-là au sein de nos collègues? Juste faire un petit café, dire bonjour. C'est vraiment important de dire bonjour. Comment ça va? Je ne sais pas s'il y a une recette autre que d'être fidèle à soi-même, puis d'avoir un code d'éthique qui est correct, en fait. D'être soi-même. D'être soi-même. Que je trouve qui est une quête que pas beaucoup de gens prennent le temps de faire, d'apprendre vraiment à se connaître. Je trouve que dans la vie de tous les jours, surtout dans cette industrie de marketing-là, les gens tendent toujours à vouloir être autre chose que soi-même. Fait que je pense que ça serait vraiment important que les gens le fassent. Je pense que la seule chose qui nous unit en tant qu'humains, c'est qu'on meurt tous, on est tous, mais qu'on devrait tous apprendre à se connaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ben écoute, c'est fondamental. Ouais, je suis bien d'accord. Très important. Je pense qu'il y a quelques grands psychologues là, qui pourraient nous éclairer. Mais c'est assez important si on revient à l'amour là, dans notre quotidien. Un autre philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Luc Ferry, ça vous dit rien non plus? Non, encore une fois, non. À part Platon, là. Socrate. Bonhomme fort intéressant, qui a été ministre de l'Éducation en France. C'est pas rien, hein? Alors lui, il a vraiment vécu l'action. OK. Et lui, ce qu'il dit dans sa façon de vivre sa philosophie, c'est que agis de telle sorte que les décisions que tu prends s'appliqueraient aux gens que tu aimes le plus. Ouais, un peu comme on dit,
d'aimer son prochain comme on voudrait être traité nous-mêmes, en fait. Oui, ça revient un peu à ça. Okay. Mais, c'est... Mais des décisions, c'est pas la même chose. Quand tu prends une décision, si ça s'appliquait à mes enfants, est-ce que je la prendrais quand même? C'est une façon de, comment dire, de te ramener sur la bonne track, en bon québécois. Oui, je comprends. Selon vous, c'est quoi les principaux freins à agir avec cette vertu-là, ou du moins cette philosophie-là? Qu'est-ce qui vous empêche d'être soi-même, d'aimer les autres, de comprendre ces quatre principes-là, de juste de traiter son prochain de la même façon? Ouais, je pense que, pour répondre simplement, c'est le manque d'amour. Ah ouais? OK. Ça part de l'enfance, ces trucs-là? C'est le manque d'amour qui fait que, si t'es mal aimé... comment en donner, ouais. Ça va, comme on dit, c'est partir dans la vie d'une façon difficile. Fait que c'est important, les programmes sociaux d'aide pour redonner cet amour-là un peu? Ça, les gens qui partent avec des bases déjà difficiles, c'est difficile à remonter, non? Oui, c'est difficile à remonter. Ça prend des fois une rencontre. Une rencontre? Oui. OK. Quelqu'un. Ouais. Qui nous soulève? Oui, qui va t'aider à être résilient. Mm-hmm. Ça, tu as peut-être entendu parler de Boris Cyrulnik. C'est lui qui a inventé ça, la résilience. OK, qui a inventé le principe. Okay. Le principe de la résilience. Et justement, pour s'en sortir quand tu es dans une situation difficile, ça prend... faut que tu aies une chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aider, tu vois. Faut se mettre dehors, là. Faut aller de l'avant vers les gens, demander de l'aide, du moins. Déjà, ça aide. Oui, ben le dernier invité qui ça sur le heureux hasard, des fois, dans la vie. Oui. Puis comment on cultive ces hasards-là? Il n'y a pas de bonne façon? Ou... Par la culture, encore une fois. OK. Si tu es quelqu'un qui t'intéresse à la culture... La curiosité, en fait. La musique, le théâtre, enfin, tout ce qui est culturel. Mm-hmm. Beaucoup de lecture. Ça va t'aider. OK. Ça va t'aider. J'ai beaucoup de chance, puis mon Dieu, il faudrait que je lise plus, même avec ma chance que j'ai. Comment on gère les tensions par rapport à qui on est, puis ce qu'on veut faire avec nous-mêmes? Comment vous gérez ça, vous, avec cette philosophie-là? Vous qui voulez moi aussi, là, je dis vous, mais on veut un monde qui est plus vert, qui est plus équitable, qui est plus en harmonie. Comment on gère ces tensions internes avec cette philosophie-là? Avec le monde qui nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, parce qu'on vit dans un monde capitaliste de marketing. Là. Écoute, moi, mes petits moyens, ça a été d'écrire, en fait. D'écrire, OK. Ouais. Votre philosophie. Mon site. Oui, OK. Ouais. C'est ça. OK. Puis ça vous a aidé comment? Ben, ça d'abord, à faire beaucoup d'introspection, puis... c'est quoi vos introspections? Bâtir ma philosophie, comme on bâtit un château, une brique à la fois. Mm-hmm. C'est quoi ces réflexions d'introspection qui vous a le plus aidé? Moi, par rapport à j'ai appris d'expérience. Oui. Que la situation dans laquelle tu te trouves peut avoir son importance. Exemple, au bord de la mer. OK. Le lieu. Mm-hmm. Le lieu. La méditation dans le bon lieu. Okay? Est favorable à la créativité, et à l'inspiration. Et l'introspection. Oui. C'est vrai que je me rappelle d'un moment avec un collègue de travail, on est allé à Cuba ensemble, puis j'ai fait un bon 10-15 minutes de méditation, les deux pieds dans l'eau. Puis c'est vrai que le moment, c'était vraiment important. Ça m'a permis de réfléchir à le moment difficile que je vivais, là, effectivement. J'ai même un autre philosophe qui est un athée convaincu, là, qui a vécu ça, et ça l'a changé, en fait. OK. Il a vécu le fait d'être
à cet endroit-là, de façon particulière, dans une forêt quelque part, avec des amis et tout ça. Okay. Et tout d'un coup, il a vécu Un moment. C'est ça, une inspiration incroyable. Puis ça l'a amené à écrire un livre, tu comprends? OK. Il y a eu cette inspiration là-dedans. Alors donc, régulièrement se placer dans un endroit favorable, qui t'est favorable, et apprendre un peu la méditation, fait en sorte que tu vas construire ton intériorité. Et à part le moment, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui feraient qu'on fait plus d'introspection, qu'on pense plus à soi? Parce qu'il y a des gens qui vont dans la forêt et qui réfléchissent pas à ça. Là. Je veux dire, il y a des gens qui... Tu sais, la philosophie ne font pas nécessairement partie intégrante de leur vie, mais ça devrait le faire. Est-ce qu'on pense pas assez à soi-même ou on pense trop à soi-même? Un des deux? Je suis pas sûr que j'ai bien compris ta question. C'est quoi le facteur autre que le lieu qui fait qu'on devrait faire plus d'introspection? Ben, en fait, ça peut être n'importe comment, ça peut être n'importe quand, mais c'est moins favorable. Si tu n'as pas le décor qui te convient, tu peux toujours, en te couchant le soir, en t'endormant, penser à ce que tu voudras. Tu sais, mais c'est moins, à mon sens, c'est moins favorable. Que d'être dans un lieu qui, pour toi, te favorise l'inspiration. Dans un contexte de crise climatique, cet esprit d'entreprise-là, ça joue quel rôle, selon vous, que vous pensez que ça pourrait régler? Il y a quand même des opportunités pour des technologies ou des opportunités, en fait. Je n'ai rien de précis qui me vient dans la tête, là, mais il y a sûrement plein d'opportunités pour quelqu'un qui veut entreprendre. Malheureusement, c'est très difficile parce que les technologies sont manquantes et il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Je ne connais pas de projet d'usine réussi. Je n'en connais pas. Mon Dieu, qui ne réussit... Ah ouais, OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est-à-dire que... enfin, c'est quelques cas, là. Moi, je n'ai pas fait la liste de tout ce qui existe au Québec, mais les quelques cas que j'ai observés, là, ils n'ont pas réussi. OK. Mais la question, c'était le rôle de cet esprit de philosophie d'entreprise. Quel rôle ça joue dans ce monde où il y a une crise climatique? J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de problème. Comment vous imaginez la société qui s'en vient dans les jours qui viennent avec ce que vous regardez à la télé, ce que vous regardez dans la crise climatique, ce qui se passe géopolitiquement, ça bouge. Comment vous voyez ça arriver? C'est difficile d'être optimiste. Hein? C'est ça, exact. Mais je le suis quand même. Ah oui? Comment vous faites pour l'être quand même? Parce que mon maître à penser, Théâtre de Chardin, est un grand optimiste. Non, comme je te disais aussi tantôt, là, on va sortir du chaos à un moment donné. Oui, parce que je trouvais ça intéressant que l'ordre vient du chaos. C'est pas souvent qu'on entend parler de dire ça. C'est par essai-erreur, en fait. Tu sais, on est dans une société démocratique, qui est le moins mauvais des systèmes, comme disait Churchill. Et naturellement, le côté positif de la démocratie, c'est que tout le monde participe. Mais le côté négatif, c'est que c'est un nivellement par le bas. Hein? La moyenne fait que tu te situes au niveau de la médiane, puis en bas, il faut y traîner. Hein? Ou aussi, toutes les idées se mélangent tous aussi. Là. Il y a toujours un camp qui n'est pas d'accord aussi, là, je pense. Là. Dans toute organisation, là, il y a la loi du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. OK. Il y a un tiers d'excellents qui traîne. Qui traîne. Il y a un tiers de très bien qui se font traîner, qui vont bien dans la direction. Puis il y a un tiers qui n'est pas bon. Des boulets.
Alors, la société, c'est ça. Donc, ça prend beaucoup d'efforts pour... Des efforts ou de l'amour? Un peu des deux, je pense. Oui, ça, c'est toujours. Mais je pense que c'est l'éducation, finalement, qui est mais c'est à très long terme. À très long terme. À court terme, plus le bon leadership, la grande culture des leaders peut aider beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans cet avenir climatique-là, ou juste dans l'avenir en général? Disons que je vois beaucoup de difficultés, mais récemment, comme on dit, le chaos n'est pas fini. Et malheureusement, ça va être tout un chaos. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y aura pas beaucoup de victimes. Ça, c'est sûr. Et naturellement, on va repartir à un plus petit groupe, mais ça va repartir. Mais il va y avoir des victimes. Il y a bien des choses qui vous rendent quand même optimiste. Y a-t-il des choses que vous observez dans la vie de tous les jours qu'on a? Y a-t-il des acquis au Québec? Moi, je trouve qu'on est une belle société on se tient quand même. Là. Plein de gens intéressants, il n'y a aucun problème. Oui, Québec est intéressant. Pour quelle raison? C'est un carrefour d'influence. Ah, Très spécial. Okay. Très fort des Américains, très fort des Français, mais il ne faut pas l'oublier, l'influence anglaise aussi qu'on a eue. Quand même qu'il y a un côté positif. Et il ne faut pas l'oublier non plus, l'influence autochtone. Oui, c'est vrai et, fait que... On est un mix de tout ça. On est un carrefour assez intéressant. Et c'est un... je ne pense pas qu'il se définit comme philosophe, mais plus comme sociologue autrichien qui nous a observés, qui est amené ici par sa profession, qui est devenu professeur, qui a vécu avec nous pendant X années, et qui a écrit un livre où il fait ressortir cette particularité-là. Et à quel point on a, en tant que peuple, on a du jugement. À certaines périodes, on a pris des décisions vraiment importantes. En tant que société? En tant que société. OK, my God. Puis c'est à cause de comme vous disiez, que la place de la culture était si importante, comme vous les avez nommés, tous les types de cultures, fait que la diversité, c'est vraiment important dans cet aspect-là. C'est ça. OK. Oui, d'accord. Ah ouais? Mais merci d'être venu au podcast Écologie et Société. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, bien, j'ai aimé ça. Je trouve ça un peu stressant. Parce que... Vous êtes le premier, du moins. Oui, il faut prendre... j'ai plus le temps de penser chez nous. Là, il faut répondre. Il faut répondre aux questions. Honnêtement, je ne suis pas satisfait. J'aurais aimé faire ça mieux. Je pense qu'il y a des choses qui m'échappent là, instantanément, que j'aurais aimé te faire part, mais une autre fois peut-être. Je pense que vous êtes trop dur avec vous. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont tirer de bonnes conclusions sur les mots que vous avez dit. Merci. Donc, merci beaucoup. On peut suivre votre site Internet où? Oui. C'est quoi le site Internet à tout le monde? C'est Philosophie en action. enaction.com ou .ca? Philosophie, avec des traits d'union. Hein? OK. Philosophie, trait d'union, action.com. OK. Et bon courage. Bonne lecture. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Ben oui, exact. Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur LinkedIn aussi? Sur mon site, mon adresse courriel et mon téléphone. Super, ben... Tout est là. All right. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie et Société. Si vous avez été interpellés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, puis continuer les réflexions, puis à en partager. On se retrouve sur Instagram à écologie.société. Sinon, comme j'avais dit au début, Spotify, YouTube, Deezer et... Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Merci.